type. Je mets ce... Hop là. Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Hop, et ça dans la poche. Ou Bon, voilà. côté, ou quoi. Regardez. Tout va bien. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Mesdames et messieurs, j'y vais, François? Ouais. Ah bah j'y vais. Vous m'entendez? Vous voyez le micro? Ah bah je prends le micro, très bien. Je suis désolé, je n'ai pensé à faire un PowerPoint hier vers 23h30 minuit. Donc c'est pas un PowerPoint, c'est quelques images que vite j'ai jetées sur un Word avant d'aller me coucher. Donc il n'y a pas grand-chose, mais ça va permettre quand même de retenir un peu l'attention. Deutschland du Berala, les soldats musulmans prisonniers des Allemands. Là aussi, vous allez voir, il y a un certain nombre de soldats qui ont fait des longs voyages. On a parlé des Malgaches, on a parlé des Allemands de l'Emden, qui du Pacifique sont rentrés à pied à partir du Yémen, etc., jusqu'à Berlin. On a parlé des soldats russes qui ont traversé la Sibérie, vers Vladivostok, le bateau jusqu'à Marseille en passant par le canal de Suez ou à Brest. Eh bien, je vais vous raconter aussi des histoires absolument folles. Je vais raconter une histoire surprenante et assez méconnue, donc celle des soldats coloniaux, des soldats musulmans plus exactement, prisonniers des Allemands durant la Grande Guerre. Et ces soldats sont l'enjeu, on pourrait même dire les otages, d'une politique assez machiavélique de l'Allemagne, on va en parler, qui vise tout simplement à les retourner contre la France, contre les Français. En gros, on leur dit, on vous a menti, les Français ne sont pas vos amis, les Français sont vos oppresseurs. Les Allemands, en revanche, alliés à l'Empire ottoman, la grande puissance musulmane, eh bien, sont les vrais protecteurs de l'islam. Ce sont vos amis, ce sont vos libérateurs. Alors, piétinez le drapeau français et levez le drapeau vert du prophète et engagez-vous dans l'armée ottomane. Voilà. C'est ça un petit peu ce que les Allemands disent aux soldats musulmans prisonniers en Allemagne. Donc ça nous rappelle quelque chose, ça vous rappelle le Viet Minh, les camps de rééducation politique avec les porte-voix qui diffusent des discours marxistes, etc. etc. La rééducation politique, ben, l'Allemagne finalement a inventé cela bien avant le Viet Minh, bien avant la guerre d'Indochine. L'Allemagne est la première nation à avoir mis sur pied des camps d'un genre nouveau, on va le voir, où le but n'est plus de garder des soldats ennemis, ou de les faire travailler, etc., mais tout simplement de les subvertir, de leur ouvrir les yeux, soi-disant, et de les convaincre de retourner leurs armes contre leurs anciens camarades, qui seraient leurs véritables ennemis. Le but, évidemment, je l'ai dit, c'est de les envoyer dans l'armée ottomane. Quand ils seront convaincus, on les enverra combattre dans l'armée ottomane contre les infidèles russes, anglais et français. Alors c'est une entreprise qui, sur le papier, est pleine de promesses. C'est quand même, sur le papier, c'est formidable. Mais va-t-elle fonctionner à la hauteur des espérances allemandes? Vous le saurez en écoutant cette communication. Alors, 28-29 octobre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des Allemands. Pour un certain nombre de raisons, on ne va pas rentrer dans le détail. Et quelques jours plus tard, il y a la proclamation du djihad par la guerre sainte contre les Français, les Anglais et les Russes, par le sultan ottoman, sultan qui a le titre de calife qu'il a récupéré lors de la conquête turque sur les Arabes, le 14 novembre, voilà, lecture de fatwa, avec c'est cette photo-là, qui ont été prises donc, par le sultan pour annoncer la guerre sainte. Et en fait, ce projet de guerre sainte, les Allemands y pensent depuis longtemps, pas les Turcs. Les Turcs sont poussés par les Allemands à lancer la guerre sainte. Dès le 2 août, Moltke, le général von Moltke, qui commande les troupes allemandes, pousse ses collègues du gouvernement en disant mais il faut que l'Empire ottoman entre en guerre le plus vite possible, il faut la guerre sainte le plus vite possible. Donc c'est un vieux projet. Ce projet il a germé en fait dans la tête de Guillaume II en 1898, de Guillaume II. Guillaume II était très vite convaincu, bien sûr, ça a germé dans la tête de quelques conseillers, le baron Oppenheim, etc.
En 1898, Guillaume II va faire un pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem, mais il s'arrête à Constantinople et il va offrir une petite fontaine qu'on peut toujours voir. Il va essayer de commencer une diplomatie acharnée. Hein. Le sultan qui, à l'époque, était un peu au banc des nations parce qu'il a massacré 300, 400 000, 500 000 Arméniens. Toute cette politique va porter ses fruits de rapprochement jusqu'en 1914 avec l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Alors le problème, les dirigeants allemands y croient, mais les dirigeants turcs y croient beaucoup moins. Il faut dire qu'il y a eu la révolution de 1908 avec les jeunes Turcs qui arrivent au pouvoir. Les jeunes Turcs sont des modernisateurs. Ils ont fondé leur mouvement le 14 juillet, ils regardent vers la France. C'est la France laïque, révolutionnaire, c'était un peu ça leur modèle. Ils sont athées, ils sont mécréants, donc la guerre sainte, ils y croient pas vraiment. Mais, allez, c'est une arme, hein, il faut bien s'en servir, on est en temps de guerre. Donc voilà, elle est lancée. Et sachez que ce jour-là, lors de la proclamation du djihad, eh bien, l'ambassadeur allemand a fait venir sur le balcon de l'ambassade quelques prisonniers algériens, tunisiens et marocains à ses côtés, sur le balcon, pour bien montrer une solidarité islamique au-delà, finalement, des tutelles, des allégeances des colonisateurs, hein, pour montrer qu'il y a une véritable solidarité. En fait, on ne leur a pas demandé trop grand-chose, on a mis 3-4 dans le train pour Constantinople. Le but, c'est évidemment, en appelant la guerre sainte, espérer des soulèvements dans les empires coloniaux, espérer des soulèvements dans l'empire. Il y a 20 millions quand même de musulmans dans l'empire français, en Afrique du Nord notamment. C'est espérer un soulèvement dans les Indes, en Égypte, le canal de Suez, si on pouvait le reprendre, serait formidable. Et puis, vous avez le Caucase et toute l'Asie centrale russe. Donc vraiment, c'est une arme qui gêne l'entente, si vous voulez, alors que côté allemand, évidemment, on n'est pas gêné du tout. Évidemment, s'il y a des soulèvements, il faudra détourner des forces pour Londres, pour Paris, pour aller rétablir l'ordre. Et tous ces soldats en moins sur le terrain européen, eh bien, cela rendra d'autant plus facile la victoire allemande, hein, le plus vite possible. En plus, on peut aussi compter qu'il y aura très peu d'engagement de la part des soldats musulmans. Ils n'iront pas s'engager sous les couleurs françaises, par exemple. Et puis, on peut aussi penser que ceux qui sont déjà engagés, quand ils seront sur le front, face aux Allemands, eh bien, ils se rendront, ils déserteront. Donc voilà, voilà tous les calculs des Allemands. Première déconvenue, ils attendaient des soulèvements, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, alors, il y en aura quelques-uns, mais ils n'ont aucun rapport finalement avec l'appel au djihad, ou pas directement. Donc ça ne marche pas. Deuxième déconvenue, ils attendaient le tarissement des engagements, ça non plus, ça ne marchera pas. En gros, 40 000 Marocains, 70 000 Tunisiens, 173 000 Algériens, 130 000 tirailleurs sénégalais sur le champ européen, comme on vient de nous le rappeler. Julie Dandurin. Et troisième déconvenue, ils attendaient des désertions massives, et il n'y en a pas non plus. Alors, il y a des prisonniers, mais comme il y a des prisonniers, il y a des poilus qui sont faits prisonniers, hein, bien sûr. Il n'y a pas de désertion massive. Et puis, la propagande allemande qui désigne la France comme oppressive des musulmans tombe complètement à plat, parce qu'à l'époque, la France fait très attention, justement, à respecter l'islam dans l'armée, hein, parce que la France se pose comme une puissance musulmane. Elle se considère comme une puissance musulmane. Il y a 20 millions de musulmans dans l'Empire. Donc, il faut contenter les soldats. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie, sur les rites d'inhumation, là, il y a des circulaires, surtout que ce n'était pas très bien appliqué en août, septembre, c'était au moment de la guerre de mouvement, les circulaires d'application très strictes des rites d'inhumation, pour qu'il n'y ait pas de mécontentement de la part des soldats musulmans. Hein, peu importe. La viande abattue rituellement, hein, la viande halal, le respect des fêtes religieuses, si on peut faire aussi un méchoui le soir, etc., augmenter l'ordinaire, etc. Il n'y a que sur le ramadan que... Des soldats qui font le ramadan, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour être en bonne forme. Alors la France trouve toujours des personnalités religieuses importantes, tel marabout, tel imam, qui va dispenser les soldats en les comparant des voyageurs, justement, c'est le thème de cette université d'été, en disant vous êtes dispensés, mais ça n'empêche pas
les soldats les musulmans de faire eux-mêmes le ramadan, parce que finalement, vous savez, la religion musulmane, c'est une religion qui est très personnelle, hein, on va en reparler, et ça fait partie aussi des éléments qui expliquent que les Allemands se sont trompés dans leur conception de ce djihad. Enfin, on assiste au recrutement d'imams aux armées. Il y avait des prêtres aux armées, des pasteurs, des rabbins aux armées. Et bien maintenant, il y a des imams aux armées. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 6, si je me souviens bien. Ça a été difficile de les recruter, mais bon. Et enfin, la construction d'une mosquée à l'hôpital colonial de Nogent-sur-Marne. On en parlait tout à l'heure. Elle n'existe plus, mais ça a été en 1915 un grand moment, hein, où la France démontrait comment dire, son soutien à la religion musulmane, etc. Alors, les Allemands, évidemment, ne vont pas s'avouer vaincus tout de suite, et quand ils font des prisonniers musulmans, eh bien, ils les séparent des Français, et ils viennent leur tenir des discours en disant, bon, vous savez que le sultan a décrété la guerre sainte. Bon, et pourquoi ne rejoignez-vous pas le sultan? Et quand ils voient que ça ne marche pas, et la plupart du temps ça ne marche pas, on essaiera de dire pourquoi, eh bien, ils sont stupéfaits. Hein. Et on a des phrases comme ça où des interprètes disent « Mais vous n'êtes pas musulman, c'est pas possible de réagir comme ça. Vous vous dites que je suis français et non, vous êtes musulman. » Ils en reviennent pas, ils ne comprennent pas. Il faut dire aussi que ceux qui viennent les subvertir viennent souvent du Mashrek, viennent souvent de Syrie, viennent souvent d'Égypte. Et donc il y a déjà une difficulté de compréhension de la langue. Des fois même on passe par le français. Et quand vous avez le soldat algérien, marocain ou sénégalais, alors tous les Sénégalais ne sont pas musulmans, mais il y en a, dont je parle de la l'AOF, il y en a quand même, hein, majoritairement. Et donc ils sentent le piège. Ils sentent le piège. Il y a une forte résistance et les Allemands ne comprennent pas. Et leurs propagandistes qui font venir du Mashrek ne comprennent pas non plus. Mais vous êtes musulmans, vous devriez rejoindre. Et ils ne comprennent pas cette résistance. Pourquoi se battre pour les Français? Pourquoi se battre pour la France? Et vous persistez et signez. Alors, les Allemands n'ont en fait rien compris à l'islam. Absolument rien. Ils ont compris l'islam comme la religion catholique, avec un pape tout en haut, qui dit quelque chose, et c'est une armée, vous savez, c'est le général, on obéit. Eh bien, c'est pas comme ça du tout l'islam. Et le sultan, il a beau être calife, commandeur des croyances si vous voulez, c'est pas pour autant qu'on va lui obéir. Et puis quant aux Marocains, et les Marocains, ils ont leur propre commandeur des croyants, leur propre sultan. Donc le sultan de Constantinople, il peut dire ce qu'il veut. Et quant aux Sénégalais, c'est la même chose. Ils ne reconnaissent pas le sultan de Constantinople, j'en ai entendu parler. Donc ça ne marche pas. À la limite, les Tunisiens qui ont été sous la suzeraineté ottomane il n'y a pas si longtemps encore, là ça marche peut-être un petit peu mieux, mais en gros ça ne marche pas. Ensuite, donc il y a cette interprétation de l'islam avec comme très ordonnée, hein, qu'on a souvent encore aujourd'hui. Hein. On a l'impression de l'islam comme un bloc, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Non seulement il y a les sunnites, les chiites, mais alors là, à l'intérieur du sunnisme, il y a quantité de chapelles, hein, les doudissimes, les druzes, etc., etc. Les salafistes, etc., etc. Bon, eh bien, donc, il y a cette interprétation qui est erronée, et puis il y a aussi, entre Arabes et Turcs, on le verra très bien en 1916 avec la révolte arabe contre les Turcs, eh bien, il y a la question nationale. Et la question nationale est supérieure à la question religieuse. Donc la solidarité pan-islamique, elle ne tient pas du tout face à la question nationale, quand les Arabes vont se soulever contre les Turcs pour essayer de bâtir un grand royaume arabe dégagé des Turcs. Il y a aussi la question de la loyauté. Mais alors attention, la loyauté vis-à-vis de la France, il faut la prendre un petit peu entre guillemets. Parce que souvent dans les rapports, on parle de loyauté, mais derrière la loyauté, il y a d'autres questions qui sont pratiques. Hein. C'est si je trahis, est-ce que je pourrai revenir un jour au pays? Si je trahis, est-ce que ma solde sera versée? Est-ce que l'allocation sera versée à ma femme, mes enfants? Ils vont se retrouver dans une situation impossible. Vous voyez, il y a des considérations pratiques qui font que, oh là là, vaut mieux être prudent tout de même. Hein. On veut nous manipuler. On utilise la religion, on veut me manipuler, je ne tomberai pas dans le piège. Hein. Alors on parle de loyauté, mais les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Enfin, les soldats français ont pu constater aussi le racisme des Allemands
Ils ont pu constater qu'ils n'étaient pas toujours très bien traités pendant leur captivité, lors du transport, et même dans les camps. Dans les camps, on vient les prendre en photo pour que leurs photos paraissent dans la presse allemande en disant « Regardez les types de civilisation des Français, des Anglais, ils mènent une guerre du droit de la civilisation, soi-disant, hein, regardez ces beaux soldats du droit. » Et là, ils choisissent toujours des gars avec des types, hein, bien sûr, pour... alors attendez, évidemment, tac, tac, tac. Bon, là, c'est des soldats français, des soldats... oula, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Là, ça va trop vite. Bon, la mosquée de Nogent, lors de son inauguration en 1915, j'avais effectivement des types de soldats. Regardez, hein, regardez-moi c'est un soldat russe, je crois, ça. Hein, donc, il faut montrer voilà, les types, voilà les soldats du droit. Hein. En fait, on cherche à les rabaisser, on prend toujours des bonnes gueules. Et évidemment, hein, évidemment vous êtes humilié. Donc après, quand on vient vous voir avec du sucre dans la bouche en disant « mais voyons, nous sommes vos amis, vos libérateurs, etc. », on peut quand même un petit peu se méfier, d'autant plus que la France n'abandonne pas ses soldats. Il y a 1 kilo de biscuits qui est envoyé par la Croix-Rouge internationale, je crois, chaque semaine. Donc il y a un soutien de la part de la France. De l'autre côté, il y a des mots d'amitié, etc., et beaucoup de manipulation. Donc ça ne marche pas, c'est suspect. Alors les Allemands ne se découragent pas et ils vont adopter une autre tactique. Ils vont regrouper les soldats musulmans, pas tous, hein, mais ils vont les regrouper dans le camp de Zossen. Zossen, c'est à côté de Berlin, à quelques kilomètres. Ça va même tellement se développer qu'il y a une annexe au camp de Zossen, le camp de Wunsdorf, le camp du Croissant, enfin peu importe. Et là, comme on les regroupe, ils sont soustraits au regard de leurs camarades français. C'est uniquement des musulmans. Alors Afrique du Nord, des Sénégalais, enfin OF, des Indiens également. Il y a aussi quelques Irlandais, parce qu'on va jouer aussi sur le côté national, hein, contre les Anglais. Pardon. Et voilà, dans les tracts de propagande qui appellent à la désertion, voilà comment on décrit le camp de Zossen. Vous allez voir, vous avez envie d'y aller, c'est un village vacances. Aux environs de Berlin, dans un site agréablement ondulé de verdure, les prisonniers sont installés dans un confortable cantonnement entouré d'une végétation luxuriante et baignés par un véritable climat d'un des meilleurs coins africains. Alors là, on est à quelques kilomètres de Berlin, le meilleur climat africain, je ne sais pas où ils ont vu ça, c'est le Brandebourg, hein, allez-y en hiver, vous allez voir. Bon, des baraques ont l'électricité, effectivement, la nourriture est soi-disant abondante, mais on est en Allemagne avec le blocus, donc l'abondance est quand même très très limitée. Des bains orientaux, café mort, des jeux, des exercices de gymnastique. Alors, vous avez vu que c'est la colonie de vacances, mais attendez, étude du Coran, il faut voir ce que c'est que cette étude du Coran, évidemment. Cours d'histoire, de géographie, d'arithmétique. Et là, le tract de propagande dit « Ce n'est plus un camp de prisonniers, c'est plutôt une immense médersa dont les officiers allemands sont les professeurs et les sous-officiers de la garde du camp, les répétiteurs, bénévoles et indulgents. » Alors la réalité, elle est beaucoup moins idyllique. Il y a 12-15 baraques, il fait un froid glacial l'hiver, bien sûr, et on sépare selon les nationalités, nord-africains, indiens, russes, caucasiens, etc. Et on essaie d'avantager, pour essayer de les convertir, à s'engager, engagez-vous, qui disait, les faire engager dans l'armée ottomane, on essaie de les avantager. Nourriture plus abondante pour celui qui se laisse tenter, mais comme je vous l'ai dit, c'est relatif, la nourriture plus abondante, c'est quand même de la soupe claire de pommes de terre, de l'orge grillée en guise de café, et puis un mauvais pain, vous savez, de sucre, de ceci, cela. Bon. En revanche, s'il n'y a pas abondance de nourriture, il y a abondance de journaux prêchant la guerre sainte, des cours de religion obligatoires, hein, 2 heures par jour, qui sont des cours de propagande, bien sûr, où on cherche à utiliser le Coran pour justifier le djihad, et puis des cours d'histoire pour apprendre la grandeur arabe passée, la grandeur turque présente, et à venir, parce qu'évidemment, l'Empire ottoman va gagner la guerre, il va redevenir aussi puissant qu'avant. On diffuse des chansons anti-françaises en arabe au haut-parleur tous les jours, et puis on annonce des victoires allemandes. Tous les jours, il y a des victoires allemandes et des défaites françaises, hein, pour essayer de conditionner.
Et puis on fait venir des personnalités qui font des discours, et puis alors qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est toujours très grossier. Les Anglais et les Français veulent tuer l'islam, ils veulent détruire la Mecque, ils veulent transformer la mosquée de Médine en écurie, brûler les ossements du prophète, etc., etc. Donc ils sont un peu, voilà, un peu exagérés, quoi. Bon. Et enfin, les Allemands ont construit une mosquée dans le camp de Zossen, ils en sont très fiers. C'est la première mosquée sur le sol allemand. Voilà, ça paraît dans la presse, et vous voyez une belle photo. Hein. Là, c'est propre. Il y a un petit film d'ailleurs, le moment de l'inauguration, avec méchoui, etc., grande pompe, discours. Un film d'octobre 1915. En réalité, les soldats coloniaux ne sont pas dupes, hein, je vous l'ai dit. Vous avez le maréchal des logis Tawuti Ben Yahya qui dit on nous force à assister aux prêches. On ne voudrait pas y aller, on reste dans les bungalows et on vient nous chercher, on doit y aller absolument. Des sentinelles allemandes nous entouraient, veillaient à ce qu'aucun de nous échappât à la cérémonie. Elles allaient jusque dans les baraquements cueillir les réfractaires à qui ces simagrées répugnaient et qui se refusaient à prier dans des conditions si pitoyables. Alors, on utilise la carotte et le bâton, je vous ai déjà dit ça avec la nourriture, mais pas seulement. Les bons sujets reçoivent des rations, je vous l'ai dit, plus importantes, mais aussi une petite solde, comme pour dire que ce n'est plus tout à fait des prisonniers, que c'est déjà des soldats du sultan, hein, des soldats de l'Empire ottoman. Bon, pas grand-chose, mais quelques centimes, mais déjà une solde. Ils reçoivent 100 cigarettes par semaine. Et en revanche, ceux qui résistent, ceux qui disent non, 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 eh bien, eux, des coups de bâton, ils sont enfermés, privés de nourriture, pas de cigarettes, pas de courrier, pas de colis, condamnés à la peine du poteau. Vous savez, attachés à un poteau pendant des heures, à un tronc d'arbre. Et on les envoie travailler par tous les temps, dans la neige, parfois pieds nus. Et quand ça ne marche pas, eh ben on finit par les expulser. On expulse les récalcitrants. Ainsi, par exemple, Reski Ben Messaoud a été expulsé du camp parce qu'il a insulté le drapeau turc. Un Marocain a été envoyé dans un autre camp où il y avait uniquement des Russes pour se venger de lui parce qu'il ne marchait pas. Un autre a fait 5 jours de prison parce qu'il a osé répondre qu'il était français avant d'être musulman. Et puis, il y a encore une centaine d'hommes qui ont été jetés au cachot pendant 6 jours pour avoir collectivement demandé à être renvoyés dans un camp auprès de leurs camarades français. Ah, ça. On se dit, là, enfin, vous imaginez à la place des Allemands, c'est une catastrophe. Et alors, le jour où on a installé des drapeaux turcs sur les cabanes, il y a une somme d'argent qui a été distribuée, l'équivalent de 6 francs, qui a été distribuée à chacun. Et là aussi, beaucoup ont refusé cette somme. Et de nouveau, ils ont été envoyés en prison ou expulsés du camp. Alors, c'est très dangereux de marcher, de dire oui, finalement, solidarité pan-islamique, etc., parce que vous vous faites casser la figure par vos camarades qui ne marchent pas, qui disent espèce de sale traître, etc. Si bien que ceux qui marchent dans la propagande, ils finissent par être séparés. Il y a un camp dans le camp où on met un grillage, puis on va mettre finalement une palissade, et on va même construire 2 tours avec des mitrailleuses dedans, pour éviter que ceux qui marchent se fassent casser la gueule par ceux qui ne marchent pas, qui étaient beaucoup plus nombreux. Alors, pour éviter les punitions, il y a d'autres formes de résistance, la résistance passive. On insulte à voix basse les conférenciers, on vandalise les cartes pendant les cours d'histoire et de géo, on arrache les cartes dès qu'on a le dos tourné. Vous savez, ces cartes qui bouclent l'Empire ottoman, extrêmement grand, etc. On ne va pas à la mosquée en dehors du vendredi où c'est absolument obligatoire. Donc la mosquée est toujours déserte, ça ne marche pas. Et les rapports des responsables du camp ne peuvent dissimuler l'échec, et ils le reconnaissent. Alors ils changent de technique. Au lieu de faire des discours collectifs, on va les faire venir un par un, les prisonniers, dans un bureau, face à face, entre 4 yeux. Et là, c'est plus pareil, c'est plus difficile de résister de façon personnelle, alors que quand on est 300, 400 dans la cour, hein, bien sûr. Alors, on commence, pour pouvoir les classer, avec des questions un peu insidieuses. Êtes-vous les égaux des Français? La France respecte-t-elle votre religion? Seriez-vous content d'une victoire allemande? Et en fonction de la réponse à ces questions, on va commencer par classer les soldats en bons, mauvais, moyens. Voilà. Et après, voilà, les bons, on va tenter de les faire revenir et de leur bourrer le crâne. Hein. Alors, je suis peut-être un petit peu long, j'avance un peu. Alors, au bout d'un certain temps, un bataillon
a quand même été mis sur pied pour être envoyé dans l'Empire ottoman. À peu près, un millier de soldats, on va voir ce qu'il en est. On l'a surnommé le bataillon des Moudjahidines, hein, le bataillon des guerriers saints. Et ses membres sont effectivement mieux nourris, cigarettes, l'uniforme allemand, une petite solde, etc. Et puis, ils sont destinés à être dirigés vers l'Empire ottoman. Mais vous voyez, sur toute la guerre, un bataillon, hein, on ne peut pas dire véritablement que ce soit une réussite, et vous allez voir à quel point même ce bataillon, vous allez voir que ça ne marche pas. La presse allemande a parlé de 2000, 2500 soldats, elle a parfois même augmenté les chiffres jusqu'à 10 000 soldats. Il y a des rapports comme ça qui parlent de 10 000 soldats, mais en réalité, il n'y en a pas plus de 1000, 1200 qui ont été retournés, qui ont accepté de porter l'uniforme ennemi pour aller dans l'armée ottomane. Donc très très loin des espérances initiales des Allemands. Et puis, alors bon, comment on sait ça? Par exemple, on étudie les courriers, les colis. Le résident général de Tunisie, en 1917, il dit, tiens, il y a une centaine de Tunisiens qui donnent plus signe de vie, et donc, voilà, ils ne sont plus dans les camps en Allemagne. Mais une centaine, vous voyez, ça relève de l'insignifiant en ce qui concerne la Tunisie. Bon, un rapport de 1917. Le premier départ pour la Turquie a lieu en juin 1915 avec 10 soldats seulement, 10 Algériens. 10 soldats, oui, c'est très très modeste hein, en matière de soulèvement pan-islamique international. 10 Algériens, et puis ce sera surtout en mars 1916 que là, on en verra un petit peu tout le monde, enfin tout le monde, le reste, hein, pas tout le monde. Alors ils partent pour l'Empire ottoman, ils partent pour le front de Mésopotamie, on les dirige sur Bagdad. Et en fait, on va s'apercevoir que ceux qui ont dit oui, qui ont marché, c'était pour sortir du camp, pour sortir des privations, pour sortir de la captivité, pour sortir de l'enfermement. Et ils ont joué aux bons musulmans, la plupart du temps. Dans quelle mesure ça a été un vrai jeu ou pas, en tout cas, ils n'ont pensé qu'à une chose, à déserter. Déjà, quand ils arrivent à Constantinople, s'ils peuvent se faire la belle et aller vers une légation pour avoir de l'argent ou des vêtements civils de l'ambassade neutre, etc., il y a déjà à Constantinople un certain nombre de soldats qui disparaissent dans la nature. Après, en chemin, entre Constantinople et Bagdad, de nouveau, on en perd des dizaines et des dizaines. Et puis après, sur le front de Mésopotamie, dès qu'ils peuvent se rendre aux Britanniques, ils se rendent aux Britanniques. Et les Ottomans le savent très bien. Ils ne peuvent pas les encadrer, ces soldats français coloniaux, parce qu'ils n'ont pas confiance. Hein, alors là, voilà, la question de la loyauté, là, ils n'ont pas confiance, si bien qu'ils les retirent très souvent du front. Il leur donne des travaux publics à faire, effection des routes, soit à l'arrière du front, soit même complètement en Anatolie. Hein. Donc il n'y a absolument aucune confiance envers ces soldats coloniaux. Et pour cause, puisque selon un rapport de 1917, tous les soldats qu'on avait envoyés, les 1000 à 1200 qu'on avait envoyés en 15-16, eh bien il n'en resterait plus que 200 à 300 en 1917. Où sont passés les autres? Eh bien, ils se sont enfuis. Ou alors ils cassent des pierres sur les routes, genre les travaux forcés, ou encore ils ont été exécutés. Parce que quand vous désertez et que vous êtes repris, eh bien, les Ottomans ne font pas de cadeaux, ils vous exécutent. Et puis, déserter, c'est très dur, parce que quand vous passez aussi dans des villages, vous êtes rançonnés, il y a les brigands. Alors, dans un village, quand vous passez dans un village qui est proche du front, vous avez 50% de chance, enfin pas 50, il y a ceux qui vont vous rendre aux Turcs contre de l'argent, et ceux qui vont vous vendre aux Britanniques. Pour de l'argent aussi. Donc voilà, votre destin est un peu... c'est dangereux, hein, évidemment, de déserter. Le général Bayou, qui est représentant de la France au Caire, il donne le chiffre de 800 déserteurs sur 1000 soldats. Et lui, il dit que 700 auraient été repris, condamnés, punis, fusillés, morts de faim dans le désert, hein, rançonnés, etc., etc. Alors ceux qui arrivent à rejoindre l'armée britannique, eh bien, sont envoyés à Bassora, où il y a un consul de France qui s'entretient avec eux, qui commence à faire un premier rapport. Puis on les envoie sur la base arrière de l'armée britannique de Mésopotamie, c'est l'Inde, à Bombay. Donc vous voyez quel parcours. Et de Bombay, on les renvoie au Caire, où là, de nouveau, ils sont interrogés par des responsables français, des officiers français cette fois. Et ensuite, on les renvoie au pays. Ce qui fait que, vous voyez, de Casablanca, de Dakar, d'Alger, de Tunis, ils sont partis combattre en France.
fait prisonnier en Allemagne, envoyé en Empire ottoman, revenant au pays par l'Inde. Enfin, c'est là aussi une odyssée absolument incroyable. En conclusion, attendez, qu'est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui, j'ai encore des choses à vous montrer, une petite surprise peut-être pour la plupart d'entre vous. Oui, voilà, laissons-le. Qui c'est ce bonhomme? On va en parler. En conclusion, le rêve allemand d'une vaste transfusion de soldats coloniaux du front français, du front occidental vers le front ottoman n'a pas fonctionné. 1 000 combattants, je l'ai dit, a accepté, mais il a accepté pressé de se faire la belle en se moquant de la solidarité musulmane. Les tirailleurs ont donc servi la France, à l'exception d'une poignée, et ils n'ont jamais voulu servir l'Allemagne. Vous savez, c'est la fameuse phrase « mieux vaut le diable que tu connais que le diable que tu ne connais pas ». Ils n'ont pas voulu servir l'Allemagne ni leurs obligés turcs, et les Allemands ont très vite compris leur défaite, puisqu'ils ont fermé. Alors, il y a eu la révolte arabe en 1916 qui a tué définitivement le pan-islamisme, bien sûr, mais ils ont fermé le camp de Zossen en 1917. C'était la preuve que la subversion pan-islamique, ça ne marchait pas. Voilà, c'était la fin du rêve subversif par la religion en 1917. Mais à ce moment-là, 1917, tiens, la Russie est en pleine pagaille, la révolution depuis mars 1917. Tiens, et si on ramenait un agitateur bolchevique qui est en Suisse, si on le faisait, qu'on voyait à travers l'Allemagne et qu'on le renvoyait en Russie pour essayer d'augmenter le feu sous la cocotte minute russe, en lui donnant un peu de crédit de fonds secrets au passage, ce ne serait pas une bonne idée, ça? En fait, la guerre subversive avec la religion était morte, mais en 1917, définitivement, il ferme le camp de Zossen. Mais la guerre subversive avec le communisme, eh ben, là, cette fois-ci, eh bien, c'était peut-être une bonne idée. La guerre subversive était morte, mais vive la guerre subversive. Merci pour votre attention. Et maintenant, qui c'est ce bonhomme? Eh bien, figurez-vous que c'est un linguiste. Il s'appelle Wilhelm Dongen. Et il a entrepris un rêve absolument fou, faire une bibliothèque des langues du monde. Alors, c'est formidable, puisque en Allemagne, pendant la guerre, on a des prisonniers qui viennent de partout. Donc, il va dans tous les camps de prisonniers, et il y va avec un espèce d'un drôle d'engin. Vous voyez, là, il est dans un camp, il est là debout, à côté de, je pense, un soldat indo-chinois. Il n'est plus là, le professeur Klein, il est parti. Il le fait parler dans un espèce de tube pour recueillir sa voix qui est gravée sur un disque de lac qui est en l'ancêtre de notre vinyle. Voilà, là vous voyez la photo un peu plus près, cette espèce de grand micro. Et voilà, c'est gravé ensuite sur un gros disque comme ça. Il y avait en fait des tubes de cire. Et à partir de ces tubes de cire, on gravait sur un disque. Et ces disques ont été conservés dans une université. Il était à l'université Humboldt. Et ben, ça a été conservé et complètement oublié. Complètement oublié tous ces disques. Et on a plus de 1600 enregistrements de Français et de soldats coloniaux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la voix de Joffre, mais ici, il y a la voix de quantité de soldats, indochinois, khmer, du bambara, du tout couleur, du wolof, vous avez de l'irlandais, du breton, du basque, du picard, du corse, dès qu'on parle une autre langue, aussitôt, même du pantruchard, du parisien. Et c'est une petite mine d'or qui a été redécouverte. Bon, malheureusement, ce qui l'intéressait, c'était la sonorité de la langue. On aurait bien aimé, nous, historiens, qu'ils nous racontent un petit peu en 2 minutes leur parcours, ou qu'ils nous disent quelque chose sur la guerre. Ce que ce linguiste voulait entendre, c'était surtout la sonorité de la langue. Donc, c'était des chants, il les faisait chanter, ou leur faisait lire le même texte, ou alors des chiffres, ou des mots. Donc, c'est très rare d'avoir des choses originales, mais néanmoins, je vais vous en faire écouter un petit enregistrement. Alors, attendez. C'est pas celui-là. Si. Il s'agit d'un Tunisien qui s'appelle... Vous avez la traduction.
Vous voyez, c'est très court, 2 minutes, mais c'est assez émouvant. On a parlé du général Gallieni, la voix du général Gallieni, on ne la connaît pas. La voix du général Joffre, on ne la connaît pas. Et voilà, Sadok Ben Rachid, sa voix nous vient du passé. Ses enfants sont morts, il est mort, ses enfants sont morts, ses petits-enfants eux-mêmes sont morts. Mais même mort, on entend sa voix. Il continue à chanter. Et comme nous parlions des coloniaux, il fallait les entendre, restituer leur voix. Merci.